sais, moi, dans ma tête d'adolescente, je m'imaginais mon futur. Moi, on m'avait donné un âge médian de survie de 34 ans. Fait que moi, je m'étais dit, adolescente, OK, je vais vivre une vie normale, mais condensée. Mon idée, c'était de tout faire rapidement parce que, tu sais, on a un deadline. Donc, tu sais, j'ai rencontré mon chum, puis, tu sais, on s'entendait bien. Puis lui, comme moi, on voulait une famille. Puis ça n'a pas été facile de fonder une famille pour nous parce que la fibrose cystique, ça affecte aussi le système reproducteur. C'est le Dr Poirier qui m'a fait une annonce comme de quoi que j'étais MPOC. Alors MPOC, pour moi, là, je tombais d'un nuage. C'est sûr que moi, maladie pulmonaire obstructive chronique, je vais faire quoi avec ça? Au début, ça fait peur un peu. Quand j'ai eu ce diagnostic-là, ma crainte, c'était vraiment ma vie après l'opération. Je me demandais vraiment quelles seraient mes séquelles. Ça a tellement été un choc qu'à l'âge de 25 ans, j'étais quelqu'un de super active, non fumeuse. J'étais vraiment... j'avais un nouveau travail, je suivais mes cours de danse, je faisais des compétitions de danse. J'étais vraiment pas... je pensais pas que ça m'arriverait, là. J'ai tout le temps eu une tache au poumon droit. Et puis, lorsqu'on m'a dit qu'on avait vu quelque chose de suspect, j'ai tout de suite pensé que c'était encore la fameuse tache que j'ai au poumon droit qu'on questionne tout le temps. Mais c'est là que le médecin me dit, « Monsieur Emery, on ne parle pas du poumon droit, là. On parle du gauche. » Fait que là, ça a changé un peu les perspectives d'avenir. Bon, je pensais que c'était fini. La fibrose cystique, c'est une maladie génétique dégénérative qui est mortelle. Il n'y a pas de remède à cette maladie-là, et puis il n'y a pas moyen de ne pas dégénérer de cette maladie-là. Moi, je suis quelqu'un de vraiment chanceuse dans l'évolution de ma maladie. Puis malgré le fait que j'ai un diagnostic, que j'ai une mutation génétique qui est assez dévastatrice habituellement, j'ai réussi à me maintenir stable au niveau de la fibrose cystique. En dedans de moi, j'avais un tumeur. Puis ça c'est ça qui me tracassait. Ce que j'avais peur, c'est que ça se répande rapidement. Puis je me disais, la première chose qu'il faut faire, c'est enlever ça de là. Puis après ça, on verra ce qui va se passer. Mettons que les activités étaient plus fréquentes. J'aimais ça faire du vélo, j'aimais ça prendre des grandes marches. Maintenant, après le MPOC, bien, il a fallu que je ralentisse. Alors, les marches sont peut-être moins longues parce que je vais moins vite. Et le vélo, bien, à part du vélo stationnaire, j'ai été obligée de l'abandonner, c'est trop forçant pour moi. C'est sûr qu'avec l'arrivée de mon garçon Zach, c'est quelque chose à laquelle que je pense. C'est quelque chose pas qui m'inquiète, mais qui est toujours un peu omniprésent dans ma tête. À 25 ans, on ne s'attend pas du tout à avoir un diagnostic comme ça. Donc, quand que je fais mes suivis avec mon pneumologue, j'ai tout le temps... là, l'émotion revient. Je m'attendais au pire. J'étais faible, puis j'avais pas beaucoup d'espoir de passer à travers de ça. J'avais juste la peau et les os, puis j'attendais juste que la mort arrive. C'est ça que j'attendais. Pour M. Emery, quand je l'ai vu, il était aux soins intensifs. D'autres médecins lui ont donné quelques jours à vivre. Donc tout ce que j'ai demandé à M. Emery, c'est juste de me donner quelques jours avant de prendre sa décision d'aller en soins palliatifs, juste le temps qu'on ait les résultats de ses analyses. Quand le docteur Kassouf me dit qu'il y avait des bonnes nouvelles pour moi, j'ai pas pu m'empêcher de dire « Vous allez m'annoncer que j'ai 6 mois au lieu de 2 », tu sais.
Mais la bonne nouvelle, c'était qu'on a une mutation génétique pour laquelle on dispose d'un nouveau traitement et que le nouveau traitement pourrait quand même vous redonner une nouvelle qualité de vie avec juste en prenant un seul comprimé. Donc là, c'était... C'est plus pareil. Je suis rentré là, moi, en pensant qu'on va m'annoncer que je n'ai pas pour longtemps. Puis là, tout d'un coup, on me dit, tu vas retomber sur tes pieds, ça ne sera pas long. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Lorsqu'on parle aux patients de participer à un programme, à une thérapie de réadaptation, les patients souvent vont nous dire « Docteur Poirier, êtes-vous fou? Je suis déjà complètement essoufflé. Je n'irai pas en plus faire l'exercice. » On m'a offert le programme de réadaptation pulmonaire. Bien, c'est fantastique. J'aimerais ça qu'il y en ait partout dans le Québec. Moins de 3 % des patients canadiens ont accès à ce type de centre-là. C'est des places comme ça, puis des gens comme ici, qui font que bien, ça nous fait du bien, puis ça nous garde en meilleure santé pulmonaire. Mme Lépine a eu des bénéfices significatifs par rapport à son autonomie. Et aujourd'hui, je la vois venir en consultation lors des suivis réguliers et je la reconnais peu. Lorsque je la regarde marcher, lorsqu'elle se présente à moi, elle est aujourd'hui, elle me semble fonctionnellement avoir gagné en termes d'efficacité, en termes de confort. Ils ont vraiment réussi à tout enlever. Donc, j'ai pas eu à subir d'autres traitements ou à prendre une médication. En fait, le traitement a été l'opération. C'est ça, j'étais guérie, là. Je suis super assidue sur mes traitements. Maintenant, je suis rendue avec 2 médicaments en inhalation à faire le matin, puis 1 à faire le soir. Donc, ça représente à peu près 1h30 par jour de traitement en nébule que je fais quotidiennement. Puis, tu sais, j'en saute pratiquement jamais, à moins d'exceptions particulières. Autant pour la grippe que pour les pneumonies, je prends les vaccins, je m'immunise parce que je le vois, l'impact que ça a, les pneumonies, l'influenza, sur nous qui sommes déjà fragiles au niveau pulmonaire, là. La vaccination joue un rôle assez important dans la diminution de risque d'infection qui peut compliquer les traitements, qui peut compliquer la situation respiratoire et par conséquent retarder les traitements. La réadaptation respiratoire, ça a vraiment des effets positifs pour les patients. C'est prouvé dans toutes sortes d'études, puis même cliniquement, on le voit dans notre vie de tous les jours. Les patients qui reviennent de la réadaptation, là, dans mon bureau, sont souvent hyper contents, ils se trouvent améliorés sur plusieurs points. On va chacun à notre rythme, puis on ne regarde pas l'autre en disant « ben coudonc, il va pas vite, lui ». Ça nous fait comme un soutien, comme un espèce de club de rencontre, finalement. Faire de la réadaptation, ça nous ramène au plan personnel, au plan patient, alors qu'à l'hôpital, quand on voit un patient suivi pour une quinzaine de minutes, bien, c'est sûr qu'il y a moins d'échanges qui se fait qu'ici. Le cancer, donc, ça affecte tout le monde, ça. Le patient en premier, hein, la famille, les amis, les collègues. La dynamique de la famille change. Toute leur inquiétude, on la voit devant nous dès la première consultation. Ça a inquiété beaucoup de gens autour de moi là, aussi. Là. Ça a vraiment un impact. Le monde autour de nous sont inquiets sans nécessairement nous le dire. Je le sais par après, des années après, à quel point ils se sont inquiétés. Ce que mes enfants comprennent de la maladie, pour le moment, c'est assez limité. Tu sais, ils sont avec moi quand je fais mes médicaments. Ils savent que je vais à l'hôpital quand grand-maman vient garder. Tu sais, je pense que je vais être capable de leur expliquer que la maladie, ça me fait voir le beau côté des choses, que, tu sais, faut être reconnaissant de ce qu'on a dans la vie, puis que la vie, ça a une durée limitée comme tout le monde. C'est juste que pour moi, c'est un peu plus présent, mettons, dans mon esprit. Tu as 2 choix dans la vie. Tu sais, soit que tu vois tout négatif, soit que tu es toujours en confrontation avec la vie, soit à un moment donné, tu acceptes ce qui t'arrive, puis tu vois ce que tu peux faire avec. Ma mère avait le même problème. Et 1 an et demi à peu près avant son décès, elle était branchée 24 heures sur 24. Je ne veux pas arriver là. Alors, je fais ce que je peux pour ne pas arriver là. Il n'est pas rare, il est même très fréquent à la fin du programme que les patients vont dire « J'aurais jamais cru. Pourquoi ai-je attendu si longtemps avant de participer à une thérapie comme celle-là? » Et il nous confie ces choses-là donc avec des larmes pleines les yeux. Alors évidemment,
l'ensemble de l'équipe est toujours, à chaque fois, et ça fait des années que c'est comme ça, fortement ému. Ça nous donne vraiment l'énergie de recommencer avec les prochains groupes qui s'en viennent, puis de repartir à zéro, puis de regagner encore sous la maladie. On oublie à quel point la santé, c'est fragile, que la vie est fragile. Fait que c'est pour ça que c'est important d'avoir une gratitude face à la santé, face à la vie, ce qu'on a autour de nous, d'être heureuse au quotidien, de remercier la vie que je suis en santé, que mon petit garçon est en santé, notre famille est en santé, parce que c'est vraiment précieux, là. Avec la science aujourd'hui, là, c'est incroyable. Je connais des gens moi, qui sont morts du cancer du poumon. Puis aussitôt qu'on parlait de cancer du poumon, c'était fini. Mais aujourd'hui, c'est complètement changé, ça. Donc, le message que j'aurais à dire, don't give up.